Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission préférée, Idée. Aujourd'hui, Idée va parler d'une vie réussie. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Nous avons toujours attendu, je ferai tout pour réussir ma vie. Qu'est-ce qu'il faut acquérir avant de sentir qu'on a réussi sa vie? Qu'est-ce qu'il faut posséder avant de qualifier sa vie d'une vie réussie? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai Godson Elmancio, que vous connaissez très bien, qui est spécialiste en développement personnel, qui est un spécialiste en métaphysique. Je crois que l'ensemble de ces cordes nous permettra de résoudre ce questionnement. Godson Elmancio, bonjour. Bonjour, cher ami, et bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. C'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver sur la grande de toutes les chaînes, la TVT. Et je remercie également mon cher Kandor. Je disais tantôt que nous allons parler d'une vie réussie. Est-ce que vous pensez que c'est un thème qu'on peut débattre sur un plateau de télévision togolais? Oui, je pense qu'il est important aujourd'hui, plus que jamais, de reposer les vrais paradigmes. Parce que, vous savez, on a tout fait d'oublier, lorsqu'on est pris dans l'élan de l'existence, on a tout fait d'oublier réellement ce que c'est qu'une vie à succès ou ce que c'est qu'une vie réussie. Et souvent, la confusion naît. Et aussi, quand les jeunes répètent à tout bout de champ, chaque jour, je veux réussir, il faut que, honnêtement, on puisse leur poser la question. Si la question avait déjà été posée, je n'en sais rien. Si ces statistiques ont été réalisées. Mais je crois qu'il faut poser la question pour savoir, mais qu'est-ce que vous mettez concrètement dans une vie réussie? C'est très important parce que je peux avoir un concept, je peux avoir un mot, mais je ne connais pas forcément son contenu. Et ne connaissant pas son contenu, je ne connais peut-être pas le modus operandi qui me permettra justement d'aboutir, n'est-ce pas, à la conclusion de cet idéal. Et donc, il est important qu'on apprenne aux gens, qu'on éclaire leur conscience sur les différents éléments qui entrent en compétition ou en harmonie lorsqu'on parle réellement d'une vie réussie. Ça permettra à chacun, là où il est actuellement, de faire un check-up et de se demander, est-ce que vraiment ici, maintenant, je suis en train de réussir ma vie? Est-ce qu'en ce moment, je peux dire que j'ai une vie réussie? Ou peut-être, il faut aussi voir la chose à l'envers, inversus, et se demander, mais il est possible que je sois déjà en train de réussir ma vie, mais que je n'en sois pas conscient. Et que maintenant, je fais une bêtise pour sortir de la vie réussie en prétendant vivre autre chose qui n'est vraiment pas de la vie réussie. Il y a aussi cette erreur qu'il faut prendre en considération. Et donc, quand on met tout cela ensemble, je pense quand même que ça présente un bon cocktail que nous pouvons déguster ensemble, que nous pouvons partager. Et je crois que les téléspectatrices et téléspectateurs, même s'ils n'interviennent pas, eh bien, leur esprit cogite avec nous pour qu'ensemble, on trouve justement la solution à ce paradigme. Une vie réussie, c'est très profond et merci pour le choix de la thématique. Il disait que vous avez plusieurs cordes à votre arc en tant que formateur, en tant que coach, en tant que métaphysicien. Quand on dit une vie réussie, qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? D'abord, il faut faire la différence entre une vie à succès et une vie réussie. C'est-à-dire que je peux rencontrer des succès ou un succès dans la vie. Ça veut dire que j'ai un but et je mobilise toutes les énergies pour arriver à accomplir ce but, c'est-à-dire à pouvoir aboutir à ce but. Je peux dire justement que ça a été un succès. Et donc, ce qu'on rencontre dans le succès, c'est que le succès est séquentiel. Il vient, il part, il vient, il part. Alors que lorsqu'on parle de la réussite, c'est beaucoup plus profond. Souvent, on définit la réussite comme étant
un bon succès, c'est-à-dire un succès continu. La source étymologique de ce mot et sa compréhension métaphysique, et dans le concept même du développement personnel, c'est la même chose, c'est l'état, d'accord, d'une personne qui arrive toujours à trouver une issue. Vous voyez, à trouver une issue. Il s'agit de comprendre la réussite comme étant la de issue, c'est-à-dire la possibilité qu'a l'esprit de l'individu d'avoir toujours une issue positive, une issue magnifique, une issue formidable à tout ce qu'il fait. Donc, il s'agit donc de comprendre ça de cette manière. Et donc, une vie réussie, déjà à partir de cette compréhension, ne signifie pas que j'ai une quantité formidable de sommes d'argent, ou que j'ai beaucoup de maisons, ou que j'ai beaucoup de femmes, ou que je suis très connu. Ce n'est pas encore ça, une vie réussie. Il faut voir si l'individu, tout au long de sa vie, et il n'y aura pas de fin, de finitude à cela, hein, tout au long de sa vie, est-ce que l'individu arrive toujours à trouver une issue, c'est-à-dire à pouvoir s'accomplir dans la permanence de façon régulière, de façon continue. Autrement, on dira d'une personne qu'elle a réussi, mais en fait, on a confondu un succès et par après, il n'y a plus rien. On remarque cela avec beaucoup de chanteurs. C'est-à-dire, vous avez un chanteur qui sort un bon morceau, ça harangue toute la foule, tout le monde est content, ça a eu du succès. Et bien plus tard, on n'entend plus parler de ce chanteur et plus rien du tout. Donc, on peut dire que, bon, à un moment donné, il a eu du succès, mais il n'a pas réussi sa vie parce que, il n'a pas trouvé une issue continue à ce succès-là dans le temps durablement. Et à un moment donné, il a été bloqué. Vous voyez, donc, à la fin de son existence, s'il fait le point, il constatera qu'il a eu du succès une fois ou deux fois, mais qu'en réalité, toute sa vie n'a pas été une réussite. Donc, je crois que déjà, à partir de ce niveau, on peut se faire une idée. Donc, que les jeunes comprennent que pour avoir une vie réussie, ou je vais le dire autrement, hein, dans le concept du développement personnel adoubé à la métaphysique, pour être une vie réussie, il faut forcément réunir certaines conditions. Et il n'y en a pas plus de 4. J'ai regroupé toutes les conditions en 4 tout simplement. Mais chaque condition, je ne vais même pas dire condition, chaque étape possède en elle-même des sous-étapes que de façon générale, la personne peut développer. J'espère seulement que tout au long de notre échange, on pourra aborder les 4 étapes parce que chaque étape est très profonde et il faut vraiment l'approfondir pour que les gens comprennent. Si vous permettez, je peux continuer. Allez-y, allez-y. D'accord. Alors, la première étape pour une vie réussie, pour réussir sa vie, pour la réussite de sa vie, la première étape, c'est tout simplement un exemple que je vais donner d'abord, avant d'utiliser le mot, pour qu'on se comprenne. Vous savez, M. Condor, de façon générale, lorsqu'une situation se pose dans la vie de quelqu'un, l'individu recherche tout de suite les moyens pour résoudre la situation. C'est-à-dire qu'il y a une situation, quelle qu'elle soit, et vous lui demandez comment tu veux faire, il dit « je veux les moyens ». Mais on a constaté que plusieurs personnes qui étaient dans des situations données, à qui on a donné des moyens, n'étaient pas en mesure justement de régler la situation ou de sortir de la situation. Ces personnes ont même pris de l'argent à la banque. Et l'exemple le plus patent, c'est l'exemple de l'Afrique, la mendicité continue. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent, on donne les moyens, et pourtant, les choses continuent toujours d'aller et de péricliter. Et donc, les gens ont conçu dans leur esprit, de façon standard, ils ont même modélisé la chose. Lorsque vous avez une situation, il faut les moyens. C'est une erreur extravagante que l'éducation doit corriger. Lorsqu'on est dans une situation, on n'a pas besoin des moyens d'abord. Il y a une chose dont on a d'abord besoin. Ce sont les capacités. Ce sont les capacités.
ce sont les potentialités. Lorsque vous êtes enfermé dans un endroit donné et que vous êtes peut-être 12 ou 13 personnes et vous êtes tous enfermés dans le même endroit, vous voulez sortir de cet endroit. La première chose à faire, c'est de chercher d'abord quels sont les talents, les capacités, les capacités et les potentialités de chaque personne. C'est d'ailleurs en cela qu'on est un leader. To lead, un leader, il s'appuie sur les capacités et les capacités et les potentialités. Il y a une différence entre les trois. On peut, et je vais descendre à quoi, on peut avoir des compétences, mais on peut ne pas être capable de faire des choses. On en a plein dans les administrations. Hein. Il y a des gens très compétents, mais qui sont incapables. Incapables de nous faire sortir de certaines situations. Parce que être capable n'a rien à voir avec les compétences. Ok? Il ne faut vraiment pas confondre les choses. Or, pour être capable, justement, il faut disposer de capacités. C'est-à-dire de cette intelligence situationnelle et qui vous met dans la capacité de vous adapter au fur et à mesure en prenant en compte les intelligences en vigueur. Car il y a 8 types d'intelligence en gros, pour ne pas dire 9. Maintenant, ce que vous voulez faire repose sur les potentialités. C'est-à-dire que chaque individu qui naît possède une potentialité intrinsèque. C'est la raison pour laquelle l'univers a permis son existence. Ce n'est pas à vous de dire que l'individu n'a pas de capacité. Puisque si l'individu existe, il a forcément une capacité que l'univers a voulu semer dans la société. L'erreur, c'est de s'appuyer sur « mon fils, qu'est-ce que tu veux faire ?» D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, quand on fait telle chose, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Il faut faire peut-être l'informatique, il faut faire ci. C'est-à-dire qu'on ne demande pas quel est le talent naturel de l'individu, quelle est sa potentialité intrinsèque pour pouvoir l'aider à partir de cette potentialité à développer un talent. Parce que ce qui fait la différence entre compétence et capacité, c'est le talent de l'individu. Vous allez voir que certaines personnes réussissent mieux même dans leurs compétences parce qu'ils ont développé leur talent. Ils s'y sont retrouvés. Alors que d'autres personnes, eh bien, ils y vont simplement. Et à la longue, ils deviennent malhonnêtes, ils sont corrompus parce que ce n'est pas ce qui provient d'eux. Donc, logiquement, pour réussir sa vie, on ne peut jamais la réussir sans s'appuyer sur ses potentialités intrinsèques. C'est comme une graine. La graine n'utilise pas d'autres potentialités pour pouvoir éclore. La graine utilise ses propres ressources intrinsèques. Et si la graine utilise ses ressources intrinsèques, elle est aidée par la nature. En tant que graine d'une plante spécifique, elle ne poussera pas en donnant une autre plante. Et elle ne sera pas cultivée dans les conditions d'une autre plante. Si vous cultivez un enfant qui a une potentialité précise dans une terre qui ne lui est pas adaptée, eh bien ça ne marchera pas. De la même manière, de façon simple, il y a des gens en Afrique qui ont des talents, qui ne sont jamais reconnus, mais quand ces gens sortent de l'Afrique et vont ailleurs, eh bien leurs talents sont reconnus et ces personnes réussissent leur vie. Ça veut dire que le problème n'est pas forcément l'individu. Le problème, c'est la terre, c'est le milieu qui n'est pas favorable. Et donc, l'objectif de la réussite pour une vie réussie, comme vous le demandez, la première chose, c'est la reconnaissance de ce qui est potentiel chez l'individu, à partir duquel il peut éclore de lui-même. S'il va chercher autre chose en dehors de ses propres potentialités, de ses talents et de ses capacités, à un moment donné, c'est comme si il est destiné à quelque chose et il fait autre chose. À la longue, il ne sera pas heureux. Est-ce que vous voyez? À la longue, il ne sera pas heureux. J'ai rencontré une jeune fille récemment qui est venue me voir et qui dit « Monsieur Godson, moi je fais de l'informatique parce que mon grand frère l'a fait, celui qui l'a suivi l'a fait et mes parents m'y ont mis. Mais pour dire la vérité, je suis à ma 4e année. Franchement, je n'ai pas envie.
et je ne sais pas comment le dire aux parents. Donc, en fait, elle a passé 4 années de sa vie à faire quelque chose parce qu'on le lui a demandé, on lui a dit que c'est ce qui marche, mais ce n'est pas ce qui provient d'elle. Quand ça ne provient pas de vos propres tripes à vous, quand vous ne le sentez pas de l'intérieur et que vous êtes médecin par circonstance ou que vous êtes enseignant de façon circonstancielle parce qu'on veut faire un recrutement et on vous ramasse tous sans que cela provienne de vos potentialités, de votre champ de possibilités, eh bien, je crois que vous allez faire du mauvais travail. Donc, une potentialité est tout simplement un champ de possibilités. Chacun en a. Nous sommes tous dotés d'une potentialité intrinsèque. Et pour réussir sa vie, il faut s'y appuyer. Il faut se demander quelle est ma potentialité, quel est mon champ de possibilités. Et ça se fait dans la formation de votre propre esprit. Vous devez entrer dans votre propre esprit pour savoir ce que votre esprit vous permet de faire. Il ne s'agit pas de vos qualités et de vos défauts. C'est plus profond que ça. C'est ce que vous êtes intrinsèquement. Un manguier est un manguier. Un cocotier est un cocotier. Un papayer est un papayer. Vous, vous êtes qui? Vous voyez? Qui êtes-vous? C'est-à-dire intrinsèquement, quelle est votre valeur intrinsèque? Qu'est-ce que vous êtes? Parce que c'est dans le qui vous êtes qui apportera de la différence. Vous voyez? De la différence qui apportera de la transcendance à la société, qui apportera également de la valorisation et de la diversité. C'est très important. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont été chassées de certaines sociétés d'État. On leur a donné de l'argent pour les licencier. Mais ces personnes ne savent pas quoi faire. Parce que ces personnes n'étaient que des bureaucrates. On leur donne 12 millions, 15 millions, 20 millions. Mais ces personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Ou ces personnes ne font que ce que les autres ont toujours fait. C'est-à-dire un restaurant où on mange, un autre qui suit, un autre à côté. Parce que l'individu ne s'est pas questionné pour savoir, mais moi, par rapport à moi, qu'est-ce qui fait que je suis différent de l'autre? Qu'est-ce qui fait moi? Qu'est-ce qui fait mon unicité? Qu'est-ce qui fait mon caractère unique, mon individualité? À partir du moment où il découvre cela, il devient très puissant. Les gens qui ont réussi comme les Michael Jackson ou d'autres chanteurs, Céline Dion que les gens apprécient, ils ont découvert ce qui fait la différence, ce qui les rend différents des autres et que cette différence devienne une valeur ajoutée pour les autres. Donc, la première chose pour réussir sa vie, c'est de reconnaître d'abord sa potentialité. Là où il y a la différence avec les moyens, c'est que la potentialité est une source. C'est votre source primordiale. Alors que les moyens, ce n'est qu'une procédure. Or, si vous n'avez pas la source et vous n'avez que les moyens, eh bien, les moyens seront dépensés et vous n'aurez pas la source qui vous permettra d'avancer. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui recherchent les moyens échouent toujours si ces personnes ne reconnaissent pas une source de potentialité qui les rend différents des autres et qui fait leur unicité, qui fait qu'ils sont différents. Analysez dans le monde, tous ceux qui ont réussi sont uniques. Ils sont différents. Ils ont fait quelque chose que les autres ne font pas habituellement. Quelque chose qui les différencie des autres. Quelque chose qui fait qu'on dit, oui, c'est eux. Et de telle sorte que ce qu'ils ont développé les lie en même temps à eux. Et dès qu'on pense à la chose, on pense eux. Vous voyez, on pense à la chose, on pense eux en même temps parce que ils ont vraiment accompli quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais avant de vous laisser continuer, que dira-t-on des jeunes qui pensent que je ne réussis pas ici, il faut aller en aventure pour aller réussir là-bas? Bon, je pense que je ne suis pas dans leur tête pour savoir ce qui les motive. Je ne suis pas dans leur tête pour comprendre ce qu'ils entendent par une vie réussie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant que nous sommes en train d'en parler. Pour les jeunes, je ne sais pas s'ils le savaient, mais la première chose à faire pour réussir n'est jamais d'aller ailleurs. C'est lorsque vous avez fait le point des 4 éléments que je suis en train d'aborder
et que vous constatez que l'un des éléments manque ou ne vous est pas offert dans le milieu dans lequel vous êtes, que vous avez la possibilité de chercher un autre milieu pour pouvoir le faire. Sinon, reconnaissez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont voyagé, qui ont fait de l'aventure, mais ça ne leur a pas marché. Tout simplement parce que ce n'est pas en changeant forcément d'environnement que l'on réussit, tout en disant que des fois, il est nécessaire de changer d'environnement pour réussir. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que c'est un couteau à double tranchant. Il faut se demander réellement, est-ce que l'individu connaît les différents principes qui codifient une vie réussie? Si l'individu connaît ces principes et l'individu décide de partir, l'individu aura fait quand même un choix conscient et conséquent, responsable. Mais s'il ne sait pas ce que c'est qu'une vie réussie, et parce qu'un copain lui a dit « moi j'ai réussi en Europe », entre griffes, moi j'ai réussi en Australie, ou en Groenland, ou à tel endroit, ou même au Kenya, et lui aussi, il part en aventure en disant « je vais te rejoindre et je vais réussir », vous allez voir que souvent ça ne marche pas. L'autre a réussi parce que certainement il avait ces principes-là. L'autre est devenu un suiveur. Il a suivi, mais il n'avait pas compris ces principes. Arrivé sur le terrain, il s'étonne que pour lui, ça ne marche pas de la même façon que pour les autres. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que ce n'est pas le fait d'aller en aventure qui fera de vous une personne réussie, mais c'est le fait de maîtriser les principes qui font d'une personne réussie une personne réussie, de telle sorte que même dans le milieu dans lequel vous êtes, vous pouvez réussir. En vous transformant, vous pouvez transformer votre milieu et réussir dans le milieu. Beaucoup de personnes ont réussi dans leur milieu, sans forcément aller ailleurs. Il y en a qui sont allés acquérir la compréhension de ces principes ailleurs pour revenir réussir chez eux. Donc, il y a tellement de possibilités qu'il faut prendre en compte. Alors, avant de toujours vous laisser continuer, bien sûr, allez-y. Vous avez dit, si les jeunes connaissaient, qui devrait apprendre aux jeunes ces principes? Alors, je pense que la TVT fait partie de... Oui, c'est pour vous taquiner un peu. La TVT devrait faire partie des outils de transformation de l'homme. La TVT devrait faire partie de ça, c'est-à-dire mettre en place un programme d'éducation à distance, un programme d'éducation en ligne. C'est ce que moi j'appelle possibilité, qui n'est que la potentialité déployée. Donc, une potentialité, c'est un champ de possibilités. Commençons par là où nous sommes tout de suite en train de parler. On peut dire que la TVT peut également le faire. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, la TVT crée un programme, à savoir éducation en ligne. Parce que tout le monde n'a pas la chance, d'accord, d'être éduqué en dehors de l'enseignement scolaire. Et on sait que c'est un programme, en dehors des programmes de talk show où on monte les fesses, on danse, on saute, on tire en l'air, on tire les gens sur les gens. Bon, ça, on en a ras-le-bol, puisque ça n'a pas construit la société. Donc, chacun peut se poser la question de sa contribution. Et on peut commencer par là où nous sommes tout de suite. Deuxième chose, je pense que j'ai toujours évoqué un élément important, la responsabilité sociale. C'est très important, mais les gens apparemment ne comprennent pas encore. La société n'est pas une multitude d'entités. La société est une seule entité. Et la société devait se poser la question de savoir quel est le but de la société. Et quand je parle de la société, je ne parle pas de la politique. Je ne parle pas du gouvernement. Est-ce que vous voyez? C'est différent. Je parle de la société civile. Je parle de la société elle-même, de vous, de moi, des parents. C'est-à-dire une chaîne de famille et de communauté qui décide à un moment donné de dire si le pouvoir exécutif ne veut pas faire les choses comme nous voulons, nous pouvons décider de créer des programmes secondaires dans nos quartiers, dans nos arrondissements, pour permettre aux gens d'acquérir de la connaissance. Il est important de préciser le mot, la connaissance, car l'éducation, c'est de la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? C'est naître de nouveau, c'est-à-dire permettre à l'individu d'acquérir les principes universels qui feront de lui un homme. Ce que je revendique pour la société, pour nos enfants, pour les parents même que nous sommes, c'est la connaissance qui nous conduit à la sagesse. La sagesse de savoir faire les choses. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui manque dans la société, la sagesse. Le discernement. J'ai discuté avec une jeune fille qui me dit
Monsieur Godson, on s'éduque nous-mêmes. Hein. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, on s'éduque nous-mêmes. Les parents ne vous posent pas de questions. Hein. Tu te réveilles un matin et puis tu continues quoi. Tu vis quoi. Comme la société te permet de vivre, tes copines, tes amis. Or, les parents, ils ne sont jamais présents. Hein. Présent veut dire, un parent ne fait pas ton éducation avec un tableau. Vous voyez, à la maison, asseyez-vous. Moi, je vais vous faire une autre éducation en dehors de l'enseignement. Et il fait maintenant l'éducation de l'école de la vie. Aucun parent ne fait. Et la fille me dit, mais il n'y en a pas. C'est quand on vous écoute sur les réseaux sociaux qu'on se rend compte que mais il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qu'on n'a pas. Donc, je pense que le problème est là. Permettre à quelqu'un d'acquérir sa source de potentialité lui permettra justement de répondre à tout ce que vient de dire Rudyard Kipling, à savoir, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Vous voyez, ça correspond à la définition de la réussite, puisqu'il s'agit justement de toujours trouver une issue et d'accomplir complètement sa vie. Donc la première étape, c'est la reconnaissance, la recognition de ce qui fait vous. Ce qui fait la mangue le sait. Mais ce qui fait vous, il faut que vous le sachiez. C'est ça qui fait que vous êtes différent de l'autre. Et si vous connaissez ce qui fait votre différence, ça devient votre talent, ça devient votre capacité, votre capacité, et c'est ce que vous vendez. Est-ce que vous voyez? C'est ce que vous échangez avec les autres. Et c'est ce qui fait que la société évolue. Mais si vous faites du copie-coller, vous copiez tout ce que les autres font, vous tuez vous-même votre talent. Vous tuez vous-même votre capacité, vous tuez votre capacité, vous tuez vos potentialités, vous tuez votre champ de possibilités. Et quand vous le tuez, et que vous faites tout quand même pour avancer dans la vie, vous aurez du succès. Mais en fin de compte, vous allez réaliser que maintenant, vous n'êtes pas heureux. Parce que être heureux fait justement partie de ce que ça veut dire une vie réussie. Et en fin de compte, vous avez amassé de l'argent, vous avez eu des familles un peu partout, mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et ce quelque chose qui vous manque se trouve dans les 3 prochaines étapes. Donc la première étape, c'est celle dont je viens justement de parler. Et elle est fondamentale, elle est importante. Trouver la source de vous, qui fait que vous êtes différent, qui fait que vous êtes un individu à part. Et que, à partir de cette source-là, vous pouvez vous sortir de n'importe quelle situation, avancer dans la vie. Car vous savez, l'existence est faite de dents de scie. Hein. Les choses montent, les choses descendent, les choses montent et les choses descendent. Et vous devez conserver, vous voyez, une voie linéaire. C'est ce qu'on appelle la réussite. Détenir l'art de trouver des issues positives à chaque situation et d'avancer durablement dans la vie. Et pour le faire, il faut découvrir la source qui fait vous. Le deuxième principe, c'est la créativité. Il y a quelque chose que nous partageons avec Dieu. Et là, je rentre dans le domaine de la métaphysique un peu. Il y a quelque chose que nous partageons avec Dieu, ou quelque chose que Dieu a accepté de partager avec nous. C'est quelque chose de tellement grand. C'est un pouvoir immense, infini, illimité. Et avec ce pouvoir, on peut tout faire. Mais ce pouvoir également n'est pas cultivé. Il n'est pas cultivé parce que l'éducation ne va pas dans ce sens. Et pourtant, c'est quelque chose que nous avons de façon naturelle. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de co-création. C'est ce qui va donner la créativité, le pouvoir de co-création. Nous sommes co-créateurs avec Dieu. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire qu'en tant que créature de Dieu, nous avons des prédispositions naturelles pour créer nous-mêmes. Exemple, nous créons des enfants, mais nous appelons cela la procréation. Cela veut dire que biologiquement, nous sommes conçus pour créer à notre tour. Est-ce que vous voyez? Nous sommes créés par nos parents, entre griffes, ou procréés par nos parents, et nous, à notre tour, nous procréons, nous créons. Ce pouvoir que j'appelle la créativité infinie doit définir quelqu'un qui veut réussir.
Parce que si vous ne disposez pas de créativité ou d'esprit de créativité, vous ne pouvez rien rénover. Vous ne pouvez rien renouveler. Vous ne pouvez pas faire des choses de façon originale. Or, l'original ou l'originalité et l'authenticité font partie de la vie d'une personne réussie. J'aime bien ce monsieur Michael Jackson. Je sais que vous vous rappelez de comment il fait ces choses. Il est toujours créatif. On peut lui reprocher des choses, mais il est créatif. Dans ses chansons, il est unique. Il vous sort des choses qui n'existaient pas. Et à chaque chanson, quelque chose de nouveau. Mais ici, là, en Afrique, la bonne dame vend de colicot devant sa devanture. Une autre personne vend colicot à côté. Une autre personne vend colicot à côté, sans s'être posé la question de savoir quelle est ma créativité. Et donc, on fait du copie-coller. Des fois même, pour ne pas dire souvent, on va voler les projets des autres. Parce qu'on est incapable soi-même d'être créatif. Il y a aujourd'hui des personnes qui détiennent des milliards de francs CFA dans leur compte. Et même à domicile. C'est une façon de parler. Mais qui ne savent même pas quoi faire avec. Parce que ces personnes ne disposent pas de ce qui fait une personne réussie. Ces personnes sont soucieuses tout le temps. Parce que ces personnes ne sont pas créatives. Ces personnes ont juste accumulé, mais ne détiennent pas de la créativité. Une personne réussie est une personne infiniment créative et créatrice. C'est une personne qui renouvelle sa création. C'est une personne qui ne dort pas sur ses lauriers. C'est une personne qui trouve toujours une issue nouvelle à la précédente création. Et qui dit, en tant que couturier par exemple, je viens de créer ce modèle. Mais demain, il vous dit, eh bien, je peux créer un autre modèle. Et après, il vous dit, je peux créer un autre modèle. Et il vous sort les modèles. Ou bien c'est un coiffeur qui regarde votre visage et qui ne vous coiffe pas parce qu'il vous coiffe. Parce que quand il vous regarde, il cherche une harmonie. Et il dit, monsieur, laissez-moi vous coiffer et regardez-vous ensuite dans le miroir. Et vous, il vous coiffe, vous vous regardez, vous dites, waouh, il est génial, il est créatif. Parce qu'il sait observer, il sait regarder et créer à nouveau. Le pouvoir de la créativité infinie est un pouvoir qu'on devrait éveiller dans tous les enfants, dans tous les jeunes. Parce qu'à un moment donné, quand les gens sont diplômés et sortis d'école pour avoir eu des formations certifiantes, ce sont des personnes ensuite qui se demandent qu'est-ce que je vais faire et qui attendent que les parents leur disent quoi faire ou que leurs amis leur donnent une idée de quoi faire. Parce qu'au moment où on les formait, on leur bourrait le crâne avec un ensemble d'informations, mais on ne cultivait pas leur esprit de créativité. Vous allez voir des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont très créatifs, qui ne savent pas parler la langue de Molière, mais qui sont très créatifs. Et auprès de qui des intellectuels bien garnis vont dire « j'ai l'honneur de ». Et le monsieur ne sait même pas lire ce que vous avez écrit. Il donne à son enfant qui a été à l'école, il dit quoi? C'est travail, il cherche? Non. C'est tout, non. Il dit oui, c'est travail, il cherche. Ok, il a quoi? On dit qu'il a agrégation. C'est assez drôle, quoi. Et il va chercher travail chez celui qui n'a pas agrégation. C'est incroyable. Et personne ne regarde ça. C'est-à-dire que notre système éducatif même ne regarde pas ça comme une maldonne. Parce qu'on a fait croire que plus vous allez à l'école, c'est dingue quoi cette histoire, plus vous serez créatif. Alors qu'on a beaucoup de personnes qui occupent des postes de responsabilité et qui ne sont pas créatives. Des gens qu'on devrait enlever et remplacer même par des personnes qui n'ont jamais été à l'école. Parce que quand vous allez les rencontrer, vous pouvez même leur proposer des idées nouvelles. Mais ces personnes ne veulent pas sortir de ce que ces personnes avaient toujours fait. Mano Tonyedi a dit, c'est toujours le mental restrictif. On a toujours fait ça comme ça. On a toujours fait ça comme ça.
la créativité infinie. La créativité manque. Et il n'y a pas d'école qui réunit les jeunes pour les mettre en situation de créativité. C'est-à-dire conquérir l'impossible et l'inconnu. C'est ça être créatif. Vous demandez à un jeune petit américain, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Il te dit des choses incroyables. Mais l'Africain te dira, bon, si je trouve la pâte et la sauce, ça me va. Parce que c'est comme ça. Sur immédiat là, c'est ça il veut. Il n'a pas une vision de un siècle pour son pays, ni pour ses enfants. De 50 ans même pour ses enfants, non. C'est ce qu'il fait au quotidien qui l'intéresse, la créativité. En fait, la richesse, c'est tout ça. Hein. Ce n'est pas l'argent qu'on a. Ce ne sont pas les biens matériels qu'on a. Est-ce que vous voyez? La richesse, c'est également la créativité. Vous pouvez rencontrer une société et vous dites à la société, on dit, qu'est-ce que vous savez faire? Vous dites, bon, moi, je suis expert en créativité infinie. On dit, mais c'est quel travail ça? J'ai dit ça en formation aux gens. Je dis, mais vous voulez faire des travaux ou du travail qui existe déjà. Pourquoi vous ne créez pas votre propre travail qui n'existe pas? Vous voulez faire du travail qui existe déjà. On vous a tous formatés pour faire du travail qui existe déjà. Il faut être con pour faire ça. On vous forme pour créer du travail qui n'existe pas encore. Si vous voulez créer des choses qui existent déjà, vous n'en faites rien du tout. Il faut créer des choses qui n'existent pas. C'est ça la créativité. Challenger avec l'inconnu et l'impossible. Vous dites aux gens, moi, je suis expert en créativité infinie. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous le démontrez. Vous démontrez à la société qu'elle peut aller plus loin que là où elle se trouve en ce moment et que vous êtes en mesure de l'y conduire parce que vous détenez les solutions qui permettront aux gens d'aller plus loin que ça. Qui ne veut pas aller plus loin? Pourtant, c'est ce que les gens auraient pu faire dans J'ai l'honneur. Mais quand ils écrivent J'ai l'honneur, c'est pour venir prendre un salaire, pas pour apporter de la créativité. Or, vous allez constater qu'aujourd'hui, le système a changé. Les sociétés ne vous recrutent aujourd'hui que parce que les sociétés veulent savoir ce que vous leur apportez concrètement, de nouveau. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne trouvent plus d'emploi. Parce que les sociétés sont déjà pleines de gens soi-disant compétents et les choses ne marchent pas toujours. On veut des génies, voilà le mot juste. On veut des génies, des personnes qui nous fassent sortir de l'ordinaire, du train-train quotidien. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui fait booster une société. C'est ça qui fait évoluer. C'est ça qui change la donne. Quelque chose de différent. C'est ce que j'appelle la créativité infinie. Si vous l'avez, il n'y a rien à faire. Vous réussirez toujours. Là où tout le monde va croire que vous avez déjà échoué, mais vous ferez comme une baleine. Vous plongez dans la profondeur sous-marine et après, qu'est-ce que vous faites? Vous remontez encore. Vous voyez? Et vous descendez, vous remontez. Pour vous, un échec est un succès extraordinaire. Parce que vous avez le pouvoir de transformer un échec en succès. Un échec est un capital de potentialité illimitée. Parce que vous avez fomenté votre esprit à la créativité. Et non, notre Tony Via dit, ça devait même faire l'objet d'une philosophie de destruction massive des masses togolaises. Car c'est la pire de ce qui a détruit la société. Et c'est ce qui fait l'éducation actuelle. Donc ça, c'est la deuxième chose, la créativité infinie. Pour réussir, il faut l'avoir. Si vous ne l'avez pas et que vous avez quand même de l'argent, votre argent finira bientôt. Et votre cerveau va revenir à zéro. La troisième étape qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'accomplissement qui découle de l'auto-accomplissement. C'est important. C'est ce qu'on appelle souvent l'accomplissement de soi. Vous voyez, nous ne sommes pas sur Terre pour accomplir des choses. Il faut que les gens comprennent ça une fois pour de bon. Nous ne sommes pas sur Terre pour accomplir des choses extraordinaires. Je veux accomplir des choses. Quand vous rencontrez les jeunes, c'est assez drôle. Ils vous disent, Monsieur Godson, je veux accomplir des choses. Je veux accomplir des choses. Je veux accomplir. Tout le monde a focalisé son esprit sur je veux accomplir des choses extraordinaires ou je veux accomplir quelque chose. Non, on n'est pas là pour ça. On est là
pour s'accomplir soi-même. C'est très important. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. C'est l'auto-accomplissement qui est le fondement de tout accomplissement. Je dis bien, l'auto-accomplissement est le fondement de tout accomplissement. Car si vous ne vous accomplissez pas vous-même, vous n'accomplirez rien du tout. Les personnes qui accomplissent de grandes choses, ce sont des personnes qui, sur un plan personnel ou proto-personnel, se sont intégralement accomplies. L'auto-accomplissement, c'est quoi? Exactement, très important. Vous savez, nous sommes nous-mêmes un royaume, une société, une cité. Vous, moi. C'est un principe mathématique qui dit que si tu es en quelque chose, c'est que la chose est également en toi. Si tu es dans la société, c'est que en réalité, la société est également en toi. Tu es un microcosme du macrocosme. On connaît bien cette expression. Chaque individu est une projection holistique de l'englobant tout de l'univers. Ce qui veut dire que ce n'est pas en cherchant à agir sur le monde extérieur que tu vas changer les choses. La meilleure façon de changer les choses, c'est d'agir sur soi-même en tant que graine et de s'auto-accomplir. Je vais vous conter une petite histoire, une historiette. C'est l'histoire d'un monsieur qui est allé voir un sage et lui dire « Je veux être une personne qui a réussi sa vie. Quelles sont les clés qui me permettront d'y arriver ?» Et le sage lui dit « Ok, c'est très simple. Tu prends cette route-là et tu continues. Sur la route, tu rencontreras des choses. Ce sont des portes ou des panneaux. Ne les évite pas. Tu suivras leurs indications chaque fois et ainsi tu seras sage. » Il dit « Ok, si ce n'est que ça, ben je vais le faire. » Il avance, il regarde le premier panneau, la première porte. Sur la porte, on écrit « Change le monde ». Il dit « Waouh, je suis d'accord. » Parce que de toute façon, le monde ne fonctionne pas comme je pense qu'il aurait fonctionné. Parce que si le monde avait fonctionné comme je pense que le monde devrait fonctionner, tout le monde devait être heureux. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à changer le monde. Il a mené des guerres, il a mené des choses pour changer le monde. À la fin, il va voir le sage et le sage lui dit « Est-ce que tu as accompli la première étape ?» Il dit « Oui, j'ai tout fait pour changer le monde, mais je ne me sens pas toujours bien. » Il dit « Ah bon, continue. » Il va vers la deuxième porte, il trouve il faut changer les autres. Il dit « Oui, il y a des amis là, on ne s'entend pas bien. Je vais les changer. » Et il s'est proposé donc de les changer. Et il a tout fait, mais il s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'il avait toujours des choses qui ne fonctionnaient pas en lui. Il va vers la dernière porte et on dit, il faut te changer toi-même. Il dit, d'accord. Si le fait que les autres agissent mal dépend de moi, c'est vrai qu'en me changeant moi-même, je peux changer les autres. Et donc, il a commencé à travailler sur lui-même pour se changer lui-même, pour sa propre métamorphose. N'oublie jamais ce mot. Nous sommes comme des papillons dans la chrysalide et nous sommes en processus de métamorphose. Il est très important de maîtriser sa métamorphose infinie. C'est ce qu'on appelle l'auto-accomplissement. Et donc, il a commencé cette métamorphose-là. Et il a fini, c'était la troisième porte. Donc, pour lui, il est arrivé à la fin. Et le sage lui dit, non, ce n'est pas tout. Maintenant, en revenant, il faut lire les inscriptions qui sont derrière chaque porte. Il dit, ah bon? Mais quand je l'ai passé tout à l'heure, je n'avais pas fait attention aux inscriptions derrière. Oui, c'est vrai, j'étais trop concentré à changer le monde, à changer les autres et à me changer moi-même. Ok, je vais regarder les inscriptions qui sont derrière. Il fait demi-tour, et bien, il regarde la première inscription. On dit, accepte-toi toi-même. C'est-à-dire qu'on lui demande que pour pouvoir accomplir sa propre transformation, il faut qu'il s'accepte lui-même. Il dit oui, c'est vrai. S'accepter sans condition, avec mes qualités et mes défauts. Il a commencé à travailler sur lui-même pour s'accepter lui-même tel qu'il est.
Pas tel qu'il voudrait être, mais exactement tel qu'il est. Ensuite, il va vers la porte suivante, en retour, et il regarde, accepte les autres. Il dit, oui, c'est vrai, je me suis accepté inconditionnellement. Je dois accepter les autres exactement comme je me suis accepté moi-même. Et troisième porte lui dit, accepte le monde. Ça, c'est le cheminement parfait de l'auto-accomplissement. Pourquoi? Vous remarquerez que dans notre existence quotidienne, nous sommes enclins à penser que le monde ne fonctionne pas bien. Vrai ou faux? C'est vrai. Exactement. Quotidiennement. Quotidiennement. Et nous développons une rancœur contre le monde. Et nous pensons que le monde devait se comporter mieux et que c'est la faute du monde et qu'il faut donc changer les autres. Jusqu'à ce que on arrive à la fin de notre premier parcours où on nous dit, il faut vous changer vous-même. Et on dit, waouh, c'est vrai. Je change le monde, je change les autres. Mais et moi-même alors? Et en fait, on se rend compte que pour se changer soi-même, il faut commencer par l'acceptation de soi. L'acceptation ensuite des autres et l'acceptation du monde. Regardez ce qui divise le monde aujourd'hui. C'est ça, ce que je viens d'expliquer. Tout le monde pense que tout le monde ne se comporte pas comme tout le monde devrait se comporter. Exactement. C'est ce qui se passe. Exact. Voilà les méandres dans lesquels on est piétiné. Et c'est ça. C'est pourquoi je dis, ne cherchez pas à accomplir des choses extraordinaires. Mais accomplissez de façon extraordinaire une chose ordinaire. Votre propre métamorphose qui se passe dans le silence de vous. Sans tambour ni trompette. Parce que si vous arrivez à votre auto-accomplissement personnel, vous arriverez à votre auto-accomplissement professionnel et interpersonnel. Et vous serez une personne exceptionnelle. Ce sont les gens exceptionnels qui accomplissent des choses exceptionnelles. Merci beaucoup. Quand on parle de vie réussie, cela veut dire que tu vas avoir une vie non réussie, c'est ça? Oui, bien sûr. La majorité des personnes ont une vie non réussie. Parce que la finalité d'une vie réussie, c'est être heureux. Pas être heureux parce qu'on a, être heureux parce qu'on est. Parce que la finalité de l'auto-accomplissement, c'est ça. Être heureux. Manifester cela. Je crois que beaucoup de personnes qui aujourd'hui croient avoir évolué dans la vie, ont évolué mais n'ont pas réussi. Il faut vraiment faire la différence. Et une personne réussie, c'est une personne qui atteint l'apogée, c'est-à-dire le bonheur. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin, hein? Parce que la fin d'une vie réussie, c'est qu'elle ne s'arrête pas, justement. Parce que même après la mort de la personne continue de réussir. C'est extraordinaire. Nous avons des gens qui sont décédés depuis longtemps. Mais ces personnes continuent comment? De réussir. Vous ne voyez pas que c'est incroyable? La personne est morte depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais la personne continue de réussir. Ça veut dire que la réussite est une énergie disponible que la personne a propulsée au sein de la société et même après sa mort. On continue de prendre exemple sur l'individu. Ça veut dire qu'il a réussi non seulement sa vie, mais il a réussi sa mort. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas leur mort. Parce que ces personnes ont déjà pas réussi leur vie. Donc la question de savoir si une personne a vraiment réussi sa vie, c'est est-ce que même après être morte, est-ce que cette personne continue de réussir sa vie? C'est incroyable. Ah ouais. Et ça, je crois que vous avez des mentors aujourd'hui qui ont fait l'histoire. Regardez Thomas Sankara. Il continue de réussir. C'est pas possible. Il continue de réussir. Même après être mort plusieurs années. Donc je crois que c'est l'exemple le plus important qu'on doit laisser aux jeunes. Parce que les jeunes ont besoin de modèles. Les jeunes ont besoin d'une histoire. Et les jeunes ont besoin de faire l'histoire. L'histoire ne se déroule pas au temps de son existence. L'histoire se déroule surtout lorsqu'on n'est plus là.
Regardez, la plus grande partie de l'histoire du monde s'est déroulée quand on n'était pas là. Ou bien, ce n'est pas ça? Et on nous parle des gens qui étaient là, au moment où nous, on n'était pas là. Et on continue de parler d'eux. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont des personnes qui ont réussi. Et c'est à ce niveau que nous devons nous positionner. Si nous réussissons notre vie, nous devons réussir notre mort. Parce que s'il y a une chose qu'on ne peut jamais rater, c'est sa mort. Même si vous ratez votre vie, vous ne pouvez pas rater votre mort. Je suis désolé. Vous passerez votre mort. C'est un examen qu'on n'échoue jamais. Donc la question est, est-ce que je vais réussir ma mort? Et quand vous posez cette question-là, en tant que ministre, en tant que directeur de société, en tant que président, en tant que, il n'y a rien à faire. Vous aurez le paradigme éthique et moral qui vous permet justement de mieux agir. Et comme le dit Rudyard Kipling, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Vous voyez, c'est important. Ça veut dire qu'il faut acquérir vraiment de la sagesse. En tout cas, c'est ce que moi, je peux partager avec. Et je m'adresse souvent aux jeunes, parce que les vieillards, ils sont déjà rabougris, ils ne veulent plus changer, ils sont déjà bloqués dans leur tête. Mais les jeunes, on a encore de l'avenir avec eux. Et on a coupé le pont avec les jeunes. Il n'y a pas de pont aujourd'hui entre les personnes âgées et les jeunes. Et c'est ce pont que je veux remettre à neuf pour que les jeunes sentent qu'ils peuvent devenir meilleurs que ceux qui les ont mis au monde. Ils peuvent devenir meilleurs que leurs parents. Merci. Et ils doivent être cela. C'est ce qui est important. Et ce qui identifie la réussite au diplôme? Un diplôme indique que vous avez suivi un système et que ce système académique estime que aux différentes interrogations et aux interrogatoires, vous avez bien répondu. Ou bien, c'est ça, non? Et on vous donne une note. Les notes accumulées sortent un papier sur lequel on a écrit votre nom, votre prénom et un grade que on vous a conféré. Ça, c'est ce qu'on vous a conféré. Ça veut dire que cela peut faire l'objet même d'une mauvaise appréciation ou d'une mauvaise perception. Cela peut faire aussi l'objet d'un deal. Oui, oui. Oui, ça existe. Ça existe. Donc, ce n'est pas fiable. Je suis désolé de le dire. Un diplôme n'est pas fiable. Et personne ne peut me dire qu'un diplôme est fiable. La fiabilité d'un diplôme, l'authenticité d'un diplôme et l'originalité d'un diplôme, c'est la capacité dont l'individu fait preuve à la suite de son soi-disant diplôme. Mais si j'ai deux personnes et que la personne diplômée est incapable de me donner un résultat et que la personne non diplômée est capable de me donner un résultat, je pense que le plus diplômé et le plus qualifié, c'est la personne sans diplôme. Car on peut ne pas avoir un diplôme d'un système, mais on peut être plus diplômé que les gens qui sont diplômés d'un système. Et ça, la société n'est pas prête à l'admettre. Vous savez qu'entre-temps, être étudiant draguait beaucoup les filles. Mais aujourd'hui, être étudiant ne drague plus personne. C'est une façon de dire simplement qu'il y a cette illusion selon laquelle, parce qu'on a tel diplôme, eh bien, tout ira de rose. Alors qu'en fait, ce n'est pas les gens à diplôme qu'on cherche. On cherche des gens capables. Beaucoup de personnes réussissent aujourd'hui sans avoir été loin dans les études. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cette forme d'éducation que les pays anglophones, vous voyez, les pays anglophones donnent à leurs citoyens. Et ce qui identifie la réussite dans la vie à la matière. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de parents qui ont laissé beaucoup de biens et ces biens ne servent pas. Parce que le matériel n'est pas durable, n'est pas éternel. Seules les valeurs sont éternelles. Il fut un temps, on avait des téléphones de maison. Ils sont désuets aujourd'hui. On a des téléphones portables. Le matériel change. Mais qu'est-ce qui demeure? Les valeurs. Qu'est-ce qu'on demande à un homme de faire? C'est de mettre en valeur ces valeurs et de les incarner. De telle sorte que, aussi bien son existence que sa mort soit une réussite. Où est-ce que vous trouvez le matériel dedans? Non.
Le matériel, c'est quelque chose qu'on peut acheter, pas quelque chose qu'on peut développer. Ce qu'on développe, c'est ce qui provient de nous. Donc la réussite ne peut pas être une accumulation de biens matériels. Et malheureusement, encore une fois, c'est ce sur quoi la société nous invite. Où plus une personne a de biens matériels, plus cette personne est plus considérée qu'une personne qui n'en a pas, même si cette personne ne possède pas de moralité. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on appelle société? Puisque le problème est là, c'est un ensemble de personnes qui veulent partager quoi? Des valeurs communes. Seules les valeurs créent les biens matériels. Ce n'est pas le contraire. Ce ne sont pas les biens matériels qui créent les valeurs. Ce sont les valeurs qui créent les biens matériels. Même l'argent que nous utilisons n'a de valeur que de la valeur que nous lui accordons. Donc il existe cette dimension de l'homme, cette dimension que l'homme possède, qui est sa dimension éthique, qui permet d'évaluer les choses. Donc la vraie réalité, c'est comme le dit Rudyard Kipling, c'est l'homme. Tu seras un homme, mon fils. Et ça, sans posséder un bien matériel que ce soit. Et cette éducation, les gens ne l'ont pas. Le regard de la société fait que tout le monde veut en accumuler pour être considéré, pour être valorisé, pour être apprécié des autres. Alors qu'on ne demande pas d'accomplir des choses dans le monde, ni d'être apprécié des gens. On demande de s'accomplir soi-même et de se développer soi-même. Je pense que le débat est biaisé à partir du moment où on ne fait pas la différence entre les valeurs qui produisent et les biens matériels qui ne produisent pas des valeurs. Ce sont les valeurs qui produisent des biens matériels. Regardez par exemple, quelqu'un a une belle voiture. Il rencontre un vieillard qui veut traverser la voie. Et il tente même d'effrayer le vieillard. Parce que peut-être le vieillard ne passe pas vite. Où est la valeur? Il a un bien matériel. Mais où est la valeur? Donc pour lui, sa voiture, aussi belle soit-elle, est plus importante que l'individu qui passe. Et pourtant, le vieillard, c'est son père, c'est son grand-père, c'est son ancêtre. C'est une hiérarchie qui fait partie de la société. Il doit avoir forcément plus de valeur que ce que lui conduit comme voiture. Et quand on a cette considération-là et cette conscience citoyenne, même quand on est au sommet, dans les grandes structures qui dirigent le pays, c'est l'humain qui compte. On est humain. Et c'est ça qui a de la valeur. Je pense que la plus grande valeur, c'est être humain. C'est ce que demande Rudyard Kipling. En tout cas, c'est mon point de vue. Elman Sugosson, je souhaiterais te garder plus longtemps que ça. Je sais. Mais malheureusement, on nous fait dire signe. Je sais, depuis longtemps d'ailleurs. Qu'il est l'heure Merci. Et que nous devons remettre l'antenne pour la suite des programmes de la TVT. Merci beaucoup. Votre dernier mot? Alors, je vais toujours m'adresser aux jeunes. J'ai un amour pour les jeunes. Parce que pour moi, les jeunes sont encore les potentialités de ce pays et de tous les pays africains qui peuvent faire la différence. Qui peuvent. Parce que vous avez encore de la hauteur d'esprit. Vous avez encore la possibilité de transcendance. Vous avez en vous quelque chose d'incroyablement grand. Vous êtes un aigle qui se croit être une poule. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une éducation qui vous permette de libérer l'incroyable potentiel de jeunesse qui est en vous. Car la jeunesse, ce n'est pas dans le corps, c'est également dans l'esprit, c'est dans les idées, c'est dans les croyances, c'est dans les émotions, c'est également dans les projets, dans la vision. Et si vous pouvez transcrire ce que c'est qu'être jeune dans un projet, que cela soit vu en termes de potentialité, de créativité, en termes de taux d'accomplissement, je pense que vous amènerez ceux qui sont plus âgés que vous à vous regarder autrement. N'attendez pas leur permission pour le faire, parce qu'ils ont démissionné il y a très longtemps à cause du système éducatif qui les a même façonnés. Ce n'est pas leur faute. Vous avez la responsabilité de faire la différence. Prenez-vous en main, prenez-vous en charge, redevenez conscient. Melkakou Adam, merci pour votre technicité. Laquelle technicité
vous a permis d'envoyer son et images à tous nos téléspectateurs de par le monde. Une fois encore, merci. Herman Godson, si l'émission Idée vous demandait demain de revenir, quelle sera votre réponse? Je suis déjà là. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à l'émission Idée. À tous les techniciens, nos remerciements renouvelés. Quant à moi personnellement, je vous dis, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Mais d'ici là, bye bye.